Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Comics et Hardcover. Aujourd'hui on se retrouve avec un comics VF, un comics VO et j'inaugurerai la nouvelle rubrique les 2 minutes en plus avec les Director's Cut de chez DC Comics. Mais tout d'abord, la partie VF. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le tome 2 de la série centrale de chez DC Comics. Je veux bien évidemment parler de Justice League qui a pour titre l'Odyssée du Mal. Ce hardcover édité par Urban Comics comprend les épisodes 7 à 12 de la série et en bonus on a également l'épisode 0 et l'épisode du Free Comic Book Day de 2012. C'est toujours Geoff Johns au scénario, au dessin par contre c'est un petit peu plus varié parce qu'on a du Jenda, du Ivan Reis ou encore du Jim Lee. Alors on va commencer avec le point positif, le scénario très clairement, et c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'en effet après le tome 1, on aurait pu penser que le tome 2 allait nous montrer la toute puissance de la Justice League et comment ils arrivaient à terrasser les ennemis les uns après les autres. Et en fait pas vraiment, c'est même pas du tout, c'est plutôt l'inverse. Puisque autant le tome 1 montrait un à un chaque personnage et la création de cette Ligue de Justice pour faire face à un ennemi commun et connu, surtout Darkseid en l'occurrence, le tome 2 va plutôt mettre en avant lui avec un méchant qui est un peu créé pour l'occasion et à la puissance discutable, va surtout mettre en avant la fragilité de l'équilibre et de l'entente au sein de cette ligue. C'est vraiment cette fragilité, la relation des uns des autres et l'interaction qu'ont chacun des personnages au niveau de la Ligue de Justice à proprement parler, qui est vraiment mis en avant et qui est vraiment le fil conducteur de cette histoire à mon avis. Alors après, Geoff Johns est malin puisqu'il s'est laissé une porte ouverte dans le sens où entre le tome 1 et le tome 2, il y a une ellipse de 5 ans dont au final on ne sait pas vraiment grand chose si ce n'est le résumé que vous trouvez au début de ce tome 2 qui est juste là. Parce que, oui, si vous n'avez pas lu le tome 1 et vous ratez pourtant quelque chose, vous pouvez quand même tout de suite attaquer la lecture de ce tome 2. Vous serez à peu près au courant de ce qui s'est passé dans le tome 1 avec ce résumé qui est juste là. Donc je vous en lis rapidement 2-3 lignes. Lors de l'événement connu sous le nom de Flashpoint, Barry Allen alias Flash altéra accidentellement le cours de l'histoire et créa une nouvelle continuité, un nouvel âge, les New 52 donc, dans lequel les membres de la Ligue de Justice ne se seraient jamais rencontrés jusqu'à récemment. Il y a 5 ans, une terrible menace obligeant les plus grands héros de la planète à sortir de l'ombre et à s'unir pour former la première Ligue de Justice connue à ce jour. Flash, Aquaman, Green Arrow, pas du tout, Batman, Wonder Woman, Cyborg et Superman, on a une belle coquille. Se liguèrent alors contre l'invasion des troupes de Paradémon du tyran d'Apocalypse, Darkseid, à la recherche de l'équation d'antivie sur Terre. L'ennemi défait, les membres de cette ligue nouvellement créée révélèrent publiquement leur existence, préservant pour certains d'entre eux leur identité civile. Célébrés comme les protecteurs providentiels de l'humanité, ils décidèrent de placer leurs actions sous le contrôle de l'Argus, une agence gouvernementale, afin de conserver la cohérence de cette équipe de forte tête, c'est le cas de le dire, et de gérer de nombreux dégâts collatéraux engendrés par des combats aux proportions titanesques. Man of Steel, bonjour. Et on nomma d'ailleurs le colonel Steve Trevor comme agent de liaison. Un nouvel arrivant. Grisés par une notoriété grandissante depuis ces dernières années, les héros n'ont pas encore véritablement conscience de la portée de leurs actes, des conséquences auxquelles ils s'apprêtent à être confrontés aujourd'hui, 5 ans après leur première formation. Voilà, vous pouvez démarrer. Donc la coquille, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, qui démarre sur le tome 2 et qui découvre la Ligue de Justice, le premier personnage, Green, à intégrer la Ligue, c'est pas Green Arrow, c'est Green Lantern. Green Arrow, lui, il est présenté dans ce tome 2, s'il fait partie des nouveaux personnages à rentrer en ligne de compte. Je vais essayer de vous trouver la page où on le voit, la page de couverture, le voilà, Green Arrow. C'est d'ailleurs bien foutu, son entrée en la matière, il y a d'autres personnages mais je veux pas trop vous spoiler, mais en tout cas chaque personnage est bien amené, l'histoire est bien ficelée et franchement ça fonctionne plutôt bien. Alors à la fin de l'ouvrage, une fois que cet arc de l'Odyssée du Mal est terminé, on nous tease un petit peu les événements à venir. Si j'arrive à trouver l'image, je vais vous montrer ça. Mais en gros, franchement, ça fait saliver. Voilà, c'est là. On a en fait deux pages principalement qui teasent avec ces quelques cases où on voit Batman qui est un peu aux mains avec John Stewart, Green Lantern, et ça finit sur bang, une grosse splash page assez connue. Qui nous montre en fait les uns et les autres membres des différentes Justice League en train de se foutre sur la tronche et on ne sait pas vraiment trop pourquoi et franchement ça fait envie, d'autant que ce tome 2 est sorti il y a un petit moment maintenant et que le tome 3 n'est pas encore sorti, même si ça ne saurait tarder au moment où je tourne cette vidéo en mars 2014, mais pour l'instant on l'attend encore. Les 2 chapitres bonus qui sont sortis à des dates différentes aux États-Unis et qui sont là l'un à la suite de l'autre dans ce hardcover, pour les lecteurs français c'est plutôt cool parce que ça vous
apporte quelques réponses et ça vous soulève d'autres questions, mais ça vous apporte surtout quelques réponses concernant ce personnage de Pandora, qui sera au centre des événements à venir de la Justice League. Pandora que voici en arrière-plan, je ne sais pas si vous allez très bien la voir, il y a une autre image où on la voit un petit peu mieux, mais très clairement on voit que elle n'est pas venue là pour faire des trucs sympas, à mon avis elle est plus venue là pour foutre le bordel, et voilà, mais en tout cas on en apprend un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est frustrant parce que non seulement avec ces infos-là, c'est Pandora, hein, non seulement avec ces infos-là, mais aussi au vu de ce qui se passe à la fin, quand on arrive à la dernière page de ce tome 2, on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre le tome 3 et tout de suite continuer à lire. Mais malheureusement, il n'est pas encore sorti, d'autant que le tome 3 va présenter pas mal de choses, puisqu'il traitera d'un crossover avec Aquaman, puisque son titre sera le Trône d'Atlantis. Et ce sera vachement sympa, mais j'aurai très certainement l'occasion de vous en reparler. Alors par contre, si au niveau du scénario et de l'histoire j'ai bien accroché, je dois vous avouer que visuellement ça a été un petit peu plus compliqué. Alors c'est très subjectif ce que je vais dire, je prétends pas avoir parole d'évangile parce que bien évidemment c'est libre et à l'appréciation de chacun. C'est peut-être en tout cas dû au fait que sur les 6 chapitres on a 3 dessinateurs différents. Toujours est-il que j'ai beaucoup de mal avec le style de Gen A et que c'est peut-être parce que c'est lui qui entame le truc, mais waouh, quand j'ai commencé à lire le comics, j'avais très clairement l'impression de voir trouble, hein. Je me suis repris à plusieurs fois. Pour illustrer un petit peu mes propos, je vous propose de vous présenter la double page qui se situe en page 13 et c'est sûr que pour commencer, vous voyez au niveau du comment s'appelle du visage de Wonder Woman, on a un visage qui est très étiré et c'est vrai que l'effet avec les cheveux redressés, ça arrange pas grand chose. Alors après, il y a son bras à l'avant. Alors c'est peut-être moi, cela dit, mais regardez bien, son bras, je sais pas, ça choque personne, il n'y a pas un effet de proportion, je sais pas, c'est quand même assez bizarre. Alors après, puisqu'on est sur les bras, regardez un petit peu plus les bras de Superman, hein, on fait un petit zoom dessus, au niveau du coude, c'est pas vraiment des bras, ça ressemble un petit peu plus à des articulations d'armure, mais Superman n'a pas d'armure, Superman a un costume, je le rappelle. Pour Flash, le fait de représenter, si vous voulez, la vitesse avec l'effet dédoublé, c'est plutôt pas mal, même si là j'ai quand même clairement l'impression qu'il s'apprête à faire une frappe de foot et qu'au dernier moment c'est un coup de poing qui part, donc là également ça me dérange un petit peu, mais je crois que de cette double page là, ce qui m'a le plus surpris, c'est le personnage de Green Lantern. Je vous invite à regarder d'un petit peu plus près Green Lantern, on va faire un zoom, voilà. Sérieux ? Green Lantern, vraiment, tu as un sourire qui prend la moitié de ton visage parce que tu ramènes un train sur l'ennemi. Bon, ok. Après, bon, ça c'est juste un nota bene et peut-être un petit aparté. Je crois personnellement que le dessinateur Gen A n'aime pas vraiment Batman parce que vous aurez l'occasion de de le voir si jamais vous lisez ce tome 2. À chaque fois qu'on a des pleines pages ou des splash pages avec toute la ligne qui rentre dans le dessin, Batman est systématiquement en petit, en arrière-plan, et voilà, c'est pas forcément très flatteur pour le Chevalier Noir au niveau de la représentation de Monsieur Jenda. Bon alors après on est d'accord que c'est très subjectif, donc pour pas faire de jaloux, on est d'accord sur le fait que Jim Lee, que pourtant j'adore, n'est pas exempt de tout reproche non plus dans ce tome 2, l'Odyssée du Mal. Pour illustrer mes propos, là aussi, je vous propose de jeter un œil. Alors pour pas trop spoiler, on va prendre en fait la couverture du prologue, donc prologue dessiné par Gen A, mais la couverture a été faite par Jim Lee. Eh bien, sur ce prologue, on constate déjà que Aquaman, Cyborg et Flash ont en fait une pose un peu de Super Sentai. Donc les Super Sentai, c'est un peu type Power Rangers. Et je vous promets que c'est vrai. Regardez, j'ai fait un comparatif. On a après Wonder Woman qui vient décrocher un uppercut en donnant un petit peu la pose d'une sauveteuse de Alerte à Malibu. Donc à mon avis, l'effet était recherché, était plus un effet sexy du genre ça.
Alors que pour ma part, si on regarde d'un petit peu plus près, je trouve qu'elle a le regard et l'expression d'une huître, et que donc ça donnerait plutôt ça. Mais je crois que le pire, et je dois vous avouer que ça m'a fait très très mal, c'est bien évidemment au niveau de Batman, parce que si vous regardez d'un petit peu plus près, on va constater que Batman bave. Voilà, Batman bave. Bon, alors bien sûr, je charrie, mais dans l'ensemble, il faut quand même admettre que, en dehors du style de Gen A auquel j'accroche pas vraiment, mais c'est pas non plus dramatique parce que ça ne dure que le premier chapitre et quelques cases dans les chapitres bonus, il faut quand même avouer que aussi bien Jim Lee que Ivan Reis nous proposent tout au long de ce tome 2 un travail de qualité. Donc bien évidemment, je vous recommande vivement ce Justice League tome 2, l'Odyssée du Mal, pour plein de raisons différentes, pour son histoire, pour ces personnages, pour la relation qu'ils ont entre eux, pour les futurs nouveaux arrivants qui sont plus ou moins introduits. Voilà, ça laisse présager quand même de très 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 bonnes choses pour cette série dans les événements à venir. Et je dis pas ça du tout parce que je connais les événements qui vont arriver étant donné que j'ai eu la VO. Mais un petit peu quand même. Allez, on enchaîne tout de suite avec la VO du jour. Alors pour la présentation VO du jour, j'ai décidé de vous parler du volume 1 en souple de Earth 2, The Gathering, qui veut dire le rassemblement. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais lu de DC Comics, il faut quand même présenter un petit peu le concept de Terre 2 et surtout de Terre multiple chez DC. Pour les autres, que j'entends déjà dire « Ah ouais, non, les terres multiples, c'est le bordel, on n'y comprend rien, ça fait mal à la tête, c'est à cause de ça que DC a relancé son univers », c'est pas complètement vrai, pas complètement faux non plus. Cela dit, les New 52 ont quand même permis de simplifier, de clarifier vachement les choses. Dans l'univers DC, il existe des univers alternatifs dans lesquels on trouve en fait plusieurs groupes de différents super-héros. Pour les plus anciens, on a bien évidemment d'abord les premiers super-héros, donc Superman, Wonder Woman, Batman bien évidemment, mais aussi Jay Garrick, qui a été le premier Flash de 1940, le Green Lantern Alan Scott, etc., etc. Et en fait, en 1956, DC Comics arrive à relancer la vente de ses comics en introduisant un nouveau Flash, Barry Allen, qui a le même pouvoir, un costume rouge aussi, mais au design différent, et du coup vont suivre en fait, un nouveau Green Lantern, etc., etc. Sauf que pour justifier la disparition soudaine de tous les premiers héros, DC Comics a une idée. En fait, dans un de ses numéros, Barry Allen va réussir à franchir une barrière dimensionnelle et du coup se retrouver dans un univers alternatif qui est similaire au sien. Ouais, ça a été depuis réutilisé dans d'autres events. Et il y fera en fait la rencontre de Jay Garrick. Donc au final, et de façon un petit peu illogique, les plus anciens héros de chez DC ont leur propre continuité sur Terre 2 et les nouveaux ont la leur sur Terre 1. Et c'est vrai que c'est dans les différents crossovers entre toutes ces terres, parce qu'il y en a quand même eu un bon paquet, notamment une très sympa, où c'est Terre 3, où on a les inversions. Superman et les autres sont des méchants, et Lex Luthor est un héros, mais on aura l'occasion d'y revenir. C'est donc dans tous ces crossovers entre chaque planète que DC s'est un petit peu embourbé, pour au final arriver en fait à un event qui va réunifier toutes les terres en une seule, ce qui, il est vrai, nous donne en fait la conclusion suivante. Tout ça pour ça. Ouais, c'est vrai. Mais après, alors entre autres avec les New 52, le concept de Terre 2 est relancé grâce à cette série, à la différence quand même notable que tous les personnages sont remis à zéro. Donc pour Earth 2, cet univers alternatif, dans le volume 1, on retrouve au scénario James Robinson et au dessin Nicolas Scott et Trevor Scott, qui sont peut-être frères, je ne sais pas. Ce volume 1 comprend donc les chapitres 1 à 6 de la série. Précision pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas de VO, sachez que Urban Comics publie en France cette série, mais ça risque d'être un petit peu compliqué de trouver puisqu'elle est publiée dans le mensuel presse et uniquement dans le mensuel presse Green Lantern Saga, donc les premiers numéros peuvent être assez compliqués à trouver au jour d'aujourd'hui puisque ce mensuel en est au numéro 22 si je ne m'abuse, donc trouver les numéros 1 même si c'est en occasion sur Amazon ça risque de vous coûter cher. Toujours est-il que c'est une super surprise que cette série Earth 2. Je l'ai lu sans rien attendre de particulier de cette série et franchement j'en ai pris mais plein la tronche.
Il faut savoir une chose, c'est que James Robinson a accepté de scénariser Earth 2 à la condition qui lui a été acceptée d'avoir carte blanche, et c'est le cas. Il a eu carte blanche au niveau du scénario, mais aussi des personnages. Il en a fait ce qu'il en a voulu. Et franchement, c'est super frais. C'est vraiment un régal à lire. Alors pour ce qui est de l'histoire dans ce volume 1 de Earth 2, la série démarre un petit peu comme son homologue de Terre 1 principal, Justice League, à savoir avec un retour en arrière de 5 ans, l'invasion des paradémons sur la Terre, que voici, sauf que du coup les ressemblances s'arrêtent là, puisque tout de suite les différences vont sauter aux yeux. On a déjà une différence principale et notable au niveau du chara-design et des costumes, et alors franchement c'est cool, mais aussi au niveau des personnages secondaires, puisque on trouve dans un premier temps, je vais essayer de vous trouver la photo, la voilà, Robin sur Terre 2 est une fille, et c'est Helena Wayne. Ah oui, parce que si jamais vous ne saviez pas, en fait, sachez que sur Terre 2, Batman a épousé Catwoman et ils ont eu ensemble un enfant, une fille, Helena Wayne, qui est devenue la Robin de Terre 2. Et on a également la Supergirl, qui alors elle par contre est bien Kara, cousine de Superman. Ces deux personnages ont une importance puisqu'à la fin du chapitre 1, elles vont se retrouver téléportées sur Terre. Et elles auront après du coup, voilà les voici, juste là, tac, en téléportation. Elles se retrouvent en fait aspirées et téléportées sur Terre 1. Et ça c'est quelque chose qui sera développé dans leur propre série qui s'appelle World's Finest, dont je vous parlerai un jour, mais ça c'est si vous êtes sage, parce que c'est pas mal. Alors, la fin du chapitre 1 est clairement explosive, ça m'a laissé sur le cul avec la mort de nos 3 héros préférés, donc Batman, Superman et Wonder Woman. Alors non, franchement, c'est pas spoilé par rapport à tous les événements qui arrivent après, d'autant qu'en plus, franchement, vous l'apprenez rien qu'en lisant le résumé. Le chapitre 2 nous ramène de nos jours, et puis on apprend très vite qu'une nouvelle menace encore plus dangereuse arrive, et que du coup, la Terre va avoir besoin de nouveaux héros pour la défendre. Rien que ça. Bon, pour le scénario de ce volume 1, vraiment c'est impeccable, ça s'enchaîne bien, c'est dynamique, les personnages arrivent les uns après les autres, mais c'est fait de façon vraiment assez intelligente, c'est cohérent, c'est bien fait, visuellement, là aussi franchement c'est une baffe dans la gueule, c'est coloré, hein, je ne sais pas si ça va vous rendre un petit peu, sauf quand besoin est bien évidemment, mais voilà. Après qu'on soit d'accord ou pas avec les choix de design, les choix des interprétations des personnages, c'est autre chose, mais ça fait vraiment un bien fou de voir un nouvel univers qui évolue au fur et à mesure de l'histoire, des personnages qui évoluent, ça va vite, pareil pour ce qui est du découpage des planches, c'est super dynamique, c'est vraiment un régal. Franchement, pour résumer, jetez-vous dessus, si vous lisez de la VO, c'est très clairement quelque chose à avoir. Ça existe en 2 versions, vous l'avez en hardcover ou alors en TP plus souple, mais c'est vraiment très très bon. J'ai vraiment adoré lire cette série Earth 2. Quand on arrive à la fin du volume 1 et que l'histoire est bien lancée, on a juste envie d'en savoir plus et de se jeter sur le tome 2. Et je ne peux que vous conseiller de lire cette série Earth 2. C'est la super bonne surprise pour ma part de mes dernières lectures. Vraiment. Alors avant de clôturer cette deuxième émission, je voulais vous présenter la nouvelle rubrique qui s'appelle les 2 minutes en plus, où en fait je vous présenterai chaque épisode pendant 2 minutes, un petit bonus qui sera lié ou pas à l'épisode. Aujourd'hui, on va parler des versions Director's Cut de chez DC Comics. Alors les versions Director's Cut, c'est quoi? En fait, il y a quelques temps de ça, dans mon comic shop, je me baladais et au détour d'un rack, en fait, je suis tombé sur ça et mes yeux ont littéralement brillé. Pourquoi? J'ai donc acquis le Superman Unchained numéro 1 en version Director's Cut, qui est depuis publié en épisode normal dans le mensuel Superman Saga en France, et le Batman 1 Zero Year, qui lui n'est pas encore publié en France, ça sera le mois prochain dans le Batman Saga. Les versions Director's Cut, ça nous propose tout simplement l'épisode normal, le single, mais en version crayonnée, avec toutes les différentes annotations que peut apporter l'auteur. Et alors, inutile de vous dire que sur le Batman Zero Year, c'est Capullo au dessin, et pour le Superman Unchained, c'est Jim Lee.
Donc pour un mec comme moi qui est vraiment fan de dessin, c'est complètement génial de pouvoir voir en fait les travaux avant ancrage et colorisation de très très grands dessinateurs comme ça, mais il faut savoir que ça peut être très beau aussi avec d'autres dessinateurs. C'est vraiment hyper intéressant et en tout cas moi j'adore, c'est vraiment génial voilà pour Jim Lee. Et également à la fin de chacun des numéros, vous retrouvez en fait un aperçu du scénario tel que ou pas l'aurait envoyé le scénariste au dessinateur. Donc sur les deux numéros, bah, c'est le même, c'est Scott Snyder. Ça coûte 6 $, donc 5,99, donc 6 €. C'est un tout petit peu plus cher que la version normale. Mais bah, si vous êtes comme moi un fan de dessin, franchement c'est vraiment à avoir dans sa bibliothèque parce que c'est très plaisant. Donc voilà, une grosse claque, super à avoir. Ça peut se trouver dans les comic shops ou peut-être sur internet en farfouillant un petit peu. DC Comics, Director's Cut, Superman Unchained et Batman Zero Year. Voilà, ce deuxième épisode de Comics et Hardcover est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et à partager la vidéo un maximum autour de vous pour faire connaître cette émission et la chaîne. Pensez aussi à vous abonner afin d'être mis au courant dès que les prochaines émissions seront mises en ligne. Également, vous avez la possibilité de rejoindre la page Facebook ou la page Twitter afin qu'on puisse échanger sur les comics ou sur tout autre sujet. En attendant de vous retrouver pour une prochaine émission, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et lisez des comics. Ciao tout le monde!